22 ans à élever 3 jeunes filles que personne n'avait voulu, et maintenant l'État le traitait de voleur. Monsieur Élisée ferma les yeux. Il n'avait rien pour se battre. La porte grinça en s'ouvrant. 3 femmes entrèrent dans la salle d'audience et le silence devint assourdissant. Le coup de marteau du juge résonna dans la pièce comme si quelqu'un avait laissé tomber une pierre dans un puits sec. Monsieur Élisée Dubois, 78 ans, debout devant l'estrade, leva à peine les yeux. L'uniforme orange était trop grand pour ses épaules. Les menottes pesaient plus que quiconque ne pourrait l'imaginer à son âge. Il avait les mains croisées devant le corps, les phalanges gonflées par des décennies de travail manuel et une tache jaunâtre sur le dos de sa main gauche, qui ressemblait à la carte d'un pays qui n'existait plus. « Levez les yeux, monsieur Dubois », dit le juge Auguste Leroy d'une voix neutre, l'observant du haut du bois sombre de l'estrade. Monsieur Élisée obéit lentement. Ses yeux bleus, autrefois intenses, étaient maintenant éteints, comme 2 fenêtres recouvertes de poussière ancienne. Sa barbe blanche tremblait imperceptiblement sur sa mâchoire. Le procureur Damien Rousseau se leva avec l'élégance calculée de celui qui avait déjà gagné de nombreuses batailles de ce genre. Il portait un costume gris foncé sur mesure et traversa la salle avec l'assurance d'un homme qui sait que les caméras le filment. La salle était bondée. Des journalistes au premier rang, des curieux derrière, quelques voisins du quartier où M. Élisée avait vécu pendant un demi-siècle. Personne de sa famille, aucune main amie, seulement le silence et des regards durs. « Votre honneur », commença le procureur Rousseau, sa voix emplissant la salle sans effort. L'accusé Élisée Dubois, profitant de la confiance du défunt M. Anselme Delacroix, a manipulé des documents testamentaires et détourné des fonds pour une somme qui dépasse la valeur de plusieurs propriétés urbaines. Une succession qui appartenait de droit à la famille légitime du défunt. Une succession que cet homme, il pointa un long doigt sans qu'il ne tremble, cet homme, déguisé en employé fidèle, a emporté silencieusement pendant plus de 2 décennies. Des murmures s'élevèrent dans la salle. Une femme au dernier rang claqua la langue. Monsieur Élisée ne bougea pas, baissant à nouveau les yeux, comme si le sol de marbre lui avait offert un coin où se cacher. L'avocat commis d'office, un jeune homme fraîchement diplômé, feuilletait les documents avec l'expression de quelqu'un qui vient de découvrir qu'il s'est aventuré dans une rivière trop profonde. Il n'avait pas parlé à Monsieur Élisée plus de 15 minutes avant l'audience. Le vieil homme avait refusé de collaborer à sa propre défense. Il n'avait pas signé de déclaration, n'avait pas demandé de témoin. Lorsque le jeune homme lui avait demandé s'il avait des parents qui pourraient venir témoigner en sa faveur, M. Élisée avait fixé une fissure au plafond du cachot et avait seulement répondu par une phrase que le jeune avocat n'avait pas su interpréter. « Ne les dérange pas, mon garçon, qu'elles vivent leur vie. » Maintenant, le jeune homme, transpirant sous sa cravate bon marché, se demandait si cette phrase était la confession d'un vieil homme coupable ou le dernier geste de dignité d'un homme injustement acculé. « Le parquet demandera la peine maximale », conclut le procureur Rousseau en retournant à sa table. 20 ans de prison ferme. Le corps de M. Élisée ne réagit pas. Pas un clignement, pas un soupir, comme si le procureur Rousseau avait annoncé qu'il pleuvrait demain. Dans la galerie, un homme d'une 40aine d'années, costume gris anthracite impeccable, montre en or brillant sous la lumière fluorescente, esquissa à peine un sourire. C'était un petit sourire, contenu, presque poli, mais quiconque aurait bien regardé aurait vu la satisfaction profonde derrière ses lèvres fines. Octave Leclerc avait attendu ce moment pendant des années. Il avait engagé les meilleurs enquêteurs, avait épluché chaque papier du dossier de son défunt oncle, avait construit l'affaire pièce par pièce, jusqu'à ce que le vieux mécanicien n'ait plus nulle part où se cacher. Monsieur Anselme Delacroix, son oncle, avait été un industriel respecté de la région, propriétaire de 3 ateliers de machinerie lourde et d'une immense demeure dans le vieux quartier. Quand Anselme était mort, sans épouse ni enfant, Octave avait hérité des ateliers et de la demeure. Mais il existait une fiducie, une petite fiducie, presque insignifiante aux yeux d'Octave à l'époque, administrée par un homme humble, qui avait été l'employé de l'oncle pendant toute leur vie adulte. Une fiducie destinée, selon le testament, à l'éducation et à l'entretien de 3 jeunes orphelines que l'employé avait accueillies chez lui. 3 jeunes filles que personne ne voulait. Octave, à l'époque, avait signé les papiers sans trop lire, jeune, ambitieux, l'esprit tourné vers l'expansion des ateliers. Mais les années passèrent. Les ateliers ne rapportèrent pas ce qu'il avait rêvé, les dettes s'accumulèrent, et il y a quelques hivers, en révisant de vieux registres avec l'aide d'un comptable, Octave avait découvert le montant réel de cette humble fiducie, un chiffre qui avait été géré avec une discipline notariale pendant 22 ans par M. Élisée Dubois. Un chiffre qui, augmenté des intérêts, ne semblait plus si insignifiant. Et c'est alors qu'est née l'histoire qui était maintenant racontée au tribunal, que M. Élisée avait influencé l'oncle malade dans ses derniers jours, qu'il avait manipulé le document, qu'il s'était emparé d'un argent qui ne lui avait jamais appartenu.
La vérité était autre, mais la vérité était menottée, vêtue d'orange, et ne disait pas un mot. « Monsieur Dubois, » appela le juge, « votre défenseur a demandé un ajournement. Avez-vous quelque chose à déclarer avant que nous évaluions cette demande ?» Monsieur Élisée leva à nouveau les yeux. Il mit quelques secondes à parler, comme s'il devait essuyer la poussière des mots. « Non, votre honneur, je ne désire rien déclarer. Ce qui doit arriver, qu'il arrive, monsieur le juge. » Le procureur Rousseau fit un geste presque imperceptible au juge, une petite inclination de tête qui signifiait « Vous voyez bien, il ne se défend pas. C'est pratiquement un aveu. » L'avocat commis d'office tenta d'intervenir en parlant de l'âge de l'accusé, de sa santé, du manque de temps pour préparer la défense. Le juge l'écoutait avec une expression patiente, mais tout le monde dans la salle savait comment cela allait se terminer. La machine d'État était déjà lubrifiée pour broyer le vieil homme. Pendant que le jeune homme demandait la clémence procédurale, M. Élisée ferma les yeux. Pour la première fois depuis qu'il était entré dans la salle, son visage se détendit, non par soulagement, mais par fatigue. Une fatigue accumulée de nombreuses vies en une seule. Son esprit voyagea. Il voyagea jusqu'à une aube d'il y a 22 ans, lorsqu'il avait trouvé une fillette aux cheveux blonds, presque blancs, abandonnée sur le perron de l'église du quartier, enveloppée dans une vieille couverture qui sentait l'humidité. La petite ne pleurait pas. C'était le plus douloureux. C'était une fillette qui avait déjà appris à ne pas pleurer, bien qu'elle ne marchât pas encore. Il y avait un papier plié dans la poche de sa robe rapiécée qui disait seulement « Elle s'appelle Valentine. S'il vous plaît, pardonnez-moi. » Monsieur Élisée allait à son atelier à l'aube, avant que le soleil ne se lève, car il avait un travail important à livrer. Il ramassa la créature du froid sans y penser, l'enveloppa dans sa propre veste, sentit le petit corps chaud contre sa poitrine, et sut d'une manière qu'il ne pouvait lui-même expliquer que cette petite respiration rapide allait tout changer. Il marcha les 15 pâtés de maison jusqu'à chez lui, avec la fillette endormie sur son épaule, et, tandis qu'il marchait, il lui parlait doucement, comme si la créature comprenait. « N'aie pas peur, tu ne seras plus jamais seule. Je te le promets, ma fille, je te le promets. » Il voyagea jusqu'au jour où la voisine du fond, Madame Esther, était morte sans prévenir personne d'une douleur à la poitrine qu'elle n'avait jamais voulu soigner par peur des frais médicaux. La femme avait laissé une fillette de 4 ans, aux cheveux roux flamboyants comme une flamme, regardant par la fenêtre sans comprendre pourquoi sa maman ne se levait pas ce matin-là, ni le suivant. La fillette s'appelait Camille. L'assistante sociale du quartier était arrivée avec un carnet et un dossier, prête à l'emmener dans un foyer d'État. Monsieur Élisée avait ouvert la porte de sa maison avec Valentine, déjà âgée de 3 ans, accrochée à son pantalon. Il regarda l'assistante, regarda Camille, debout sur le seuil, le visage plein de larmes séchées et les yeux énormes. Et il sut encore. Il le sut en 1 seconde. Il parla avec l'assistante sociale pendant 1 heure entière. Il signa les papiers qu'il devait signer. Il supplia pour ceux qu'elle ne voulait pas lui faire signer. Quand l'assistante partit, Camille resta assise dans la cuisine, silencieuse comme un meuble, sans toucher le plat de soupe qu'il lui avait posé. Monsieur Élisée s'assit à côté, prit une cuillère, lui approcha la soupe des lèvres et lui dit, la regardant droit dans les yeux rougis, « C'est ta maison, ma fille. Ici, personne ne part. Ici, personne n'est plus jamais seul. » Camille mit 3 jours à parler, mais elle mangea. Il voyagea jusqu'au jour où un foyer précaire de l'autre côté de la ville ferma ses portes pour insalubrité, et les enfants furent répartis entre des familles improvisées, presque au hasard, par une fonctionnaire pressée, avec trop de dossiers et très peu de temps. La plus jeune du groupe, une fillette aux cheveux châtain roux, aux yeux énormes, silencieuse comme une pierre après des mois sans que personne ne lui parle avec tendresse, était arrivée chez Monsieur Élisée avec un sac à dos déchiré et sans un seul jouet. Elle s'appelait Renée. Elle avait 6 ans. Lorsque Monsieur Élisée ouvrit la porte et la vit là, tenant la main de la fonctionnaire, il sut que cette fillette avait déjà appris la pire chose qu'un être humain puisse apprendre, qu'elle ne valait rien pour personne. Il lui fallut 3 mois pour lui arracher le premier mot. Il lui fallut presque 6 mois pour lui arracher le premier sourire. Il lui fallut une vie entière pour s'assurer que la châtain ne se sentirait plus jamais comme un colis égaré. Elle resta. Elle resta pour toujours. 3 jeunes filles que personne ne voulait. 3 jeunes filles à qui il apprit à lire, à se coiffer seule, à cuisiner le riz, à ne pas avoir peur du noir. 3 jeunes filles qu'il emmena à l'école sous la pluie, tenant un parapluie qui ne couvrait que les petites et le laissait tremper. 3 jeunes filles qu'il envoya à l'université avec une fierté silencieuse. 3 jeunes filles qui étaient parties une par une vers de grandes villes, vers de meilleurs avenirs, vers des vies qu'il n'avait jamais rêvées pour lui-même. C'était ce qu'il voulait, qu'elles volent de leurs propres ailes. Et c'est pourquoi, lorsque les policiers étaient venus le chercher dans son petit atelier, Monsieur Élisée n'avait appelé aucune d'elles. « Qu'elles vivent leur vie, mon garçon. Qu'elles vivent leur vie. » Demande refusée, entendit-il dire le juge, sa voix revenant dans la salle. L'audience se poursuit. Que le premier témoin du parquet se présente.
Monsieur Élisée ouvrit les yeux, et au même instant, quelque part au loin, 3 femmes reçurent une nouvelle qui allait leur briser le cœur. La véritable histoire ne faisait que commencer. Paris se réveilla sous un épais brouillard collé aux fenêtres du 28 étage. Valentine Dubois ferma le dernier bouton de sa veste bleu foncé devant le miroir et s'arrêta un instant pour se regarder. La femme, dans le reflet, avait des cheveux blonds platine tombant sur les épaules, des yeux bleus identiques à ceux du père qu'il avait trouvé sur ce perron d'église 22 ans plus tôt, et une mâchoire serrée qui révélait que quelque chose n'allait pas. Elle avait reçu l'appel à l'aube. Une voix inconnue, une collègue du cabinet d'avocats de la région où M. Élisée avait vécu toute sa vie, parlant vite, presque en se bousculant. Valentine n'avait compris qu'un mot sur 5, mais les mots importants étaient clairs. M. Élisée Dubois, arrêté, accusé de fraude, audience demain, sans avocat privé. Le téléphone lui était tombé sur le lit. Quand elle le reprit, elle n'appela pas le cabinet où elle exerçait. Elle n'appela pas son petit ami. Elle n'appela pas son chef pour prévenir de son absence. Elle appela un seul numéro, celui de sa sœur cadette. « Camille » dit-elle dès la première sonnerie, sans saluer, sans préambule. « Rentre à la maison. Nous devons y retourner. » Camille Dubois était à Marseille. À cette heure-là, elle était déjà réveillée, car le médecin légiste commence à travailler avant que la plupart des gens ne se servent leur premier café. Elle avait les cheveux roux attachés en une queue de cheval haute. Toujours vêtue de la blouse blanche du laboratoire, elle était en train de signer un rapport sur une affaire qui l'avait tenue éveillée pendant des semaines, quand le téléphone portable commença à vibrer sur la table en acier inoxydable. Elle vit le nom de Valentine à l'écran. Sa sœur aînée n'appelait jamais à cette heure-là. Jamais. Quelque chose en Camille, avant même de toucher le bouton vert, se glaça dans sa poitrine. Quand elle entendit la voix de Valentine, elle sut, sans qu'on le lui dise. Elle sut. Elle laissa tomber le stylo sur le rapport qu'elle signait. L'encre fit une petite tache qu'elle ne parvint pas à effacer par la suite, et que, pendant des années, ce rapport resterait archivé avec cette marque comme un rappel physique du moment où le monde avait basculé pour elle. « Qu'est-il arrivé, papa ?» Un mot, un seul mot. Mais Camille marchait déjà vers son bureau pour chercher les clés de sa maison, son passeport, tout ce dont elle aurait besoin. « Je prends l'avion dans 4 heures. Préviens René. J'arrive. » René Dubois était à Lyon. On la trouva dans un café du centre, son ordinateur portable ouvert et 3 tasses vides à côté. Elle terminait une enquête sur un réseau de fraudes immobilières qu'elle avait mis des mois à construire. C'était la plus jeune des 3, la silencieuse, celle qui écrivait de longs articles que les gens lisaient 2 et 3 fois, car il parlait avec une clarté qui ne s'apprend dans aucune faculté. Quand le téléphone portable vibra sur la table, elle vit le nom de Camille et sentit, avant de répondre, que quelque chose se refermait dans sa poitrine. Elle avait cette intuition rare que certains journalistes développent après des années à chasser des vérités difficiles. La capacité de sentir une mauvaise nouvelle, avant même de la lire. Elle répondit « Je t'appelle de l'aéroport », dit Camille, sans permettre à René de dire « Bonjour, qu'est-il arrivé ? Papa est en prison. Il sera jugé demain pour quelque chose qu'il ne ferait jamais. » René ferma son ordinateur. Elle le ferma avec tant de force que les gens du café voisin tournèrent la tête, mais elle ne les vit pas. Elle voyait seulement dans son esprit l'image d'un homme maigre et buriné, tenant un parapluie sur 3 petites filles, pendant qu'il se mouillait sous la pluie. Et une autre image encore plus ancienne, elle-même, à 6 ans, fraîchement arrivée dans cette maison, regardant l'homme à la barbe blanche même, qui lui servait la première soupe chaude de sa vie et lui disait « Ne pleure plus, ma fille, tu es à ta place, j'arrive ». Elle le dit ainsi, sans rien ajouter, car entre elles 3, les mots n'étaient pas nécessaires. Elles avaient appris à utiliser les mots depuis l'enfance, mais les silences aussi. Monsieur Élisée leur avait appris les 2. René prit son sac à main, laissa un billet sur la table qui valait le double de l'addition et se dirigea vers la sortie du café sans attendre la monnaie. À l'intérieur de sa poitrine, s'était allumée une calme froide, dure, professionnelle. La même calme qui lui servait lorsqu'elle interviewait un fonctionnaire corrompu et devait soutenir son regard sans ciller. Sauf que cette fois, la calme n'était pas contre un fonctionnaire. Elle était contre tout le système judiciaire qui avait osé toucher à son père. Pendant ce temps, dans la salle du tribunal de grande instance, le premier témoin du parquet déclarait sous serment. C'était un jeune comptable, costume bon marché, voix nerveuse. Son travail avait consisté à examiner les mouvements de la fiducie, administrée par M. Élisée au cours des 2 dernières décennies. Son rapport, rédigé dans un langage technique dense, disait essentiellement que les retraits de la fiducie avaient été constants, soutenus, et que le solde final disponible était pratiquement nul. L'argent, selon le comptable, s'était évaporé dans l'administration de M. Élisée lui-même. « Et où est allé cet argent, selon les registres que vous avez analysés ?» demanda le procureur Rousseau. « Les retraits ont été effectués en espèces.
La plupart du temps, nous n'avons pas de traces claires de leur destination. Par conséquent, nous ne pouvons affirmer que cet argent ait été investi, par exemple, dans l'éducation de mineurs. Nous ne pouvons l'affirmer avec la documentation dont nous disposons. Des murmures dans la salle. Les journalistes écrivaient, Monsieur Élysée restait assis sur le banc des accusés, les mains croisées, sans se défendre. L'avocat commis d'office tenta de demander si le comptable avait examiné les reçus personnels de l'accusé, mais le comptable répondit que ces documents ne figuraient pas dans le dossier qui lui avait été remis. Le procureur Rousseau sourit à peine. Octave Leclerc, dans la galerie, hocha la tête avec une discrète approbation. La témoin suivante était une vieille voisine qui affirma, sans trop de conviction, avoir entendu M. Élysée dire un jour que le vieux Anselme lui avait promis plus que ce qu'il avait finalement reçu. La déclaration était ambiguë, elle pouvait être interprétée de 100 manières, mais dans le contexte de l'accusation, elle fonctionnait comme une pierre de plus dans le mur qu'il construisait autour du vieil homme. La voisine parlait en regardant le sol, tordant entre ses doigts un mouchoir froissé. N'importe qui, avec un peu d'expérience dans la salle, aurait remarqué que cette femme n'était pas là par plaisir. Elle était là parce qu'on lui avait dit qu'elle devait l'être. Ce qui ne se disait pas, mais se respirait dans l'air, c'est que cette voisine devait quelques euros à des personnes pas très fréquentables, et que ce témoignage allait lui pardonner une partie de sa dette. Mais ces choses dans les tribunaux sont rarement consignées dans les dossiers. Et comment décririez-vous la relation de M. Dubois avec M. Anselme Delacroix dans les derniers mois de vie du défunt? Insista le procureur Rousseau. Oh, M. Élysée allait souvent à la maison, très souvent, plus qu'avant, et M. Anselme était déjà très malade. Il ne quittait presque plus son lit. Je les voyais par la fenêtre. M. Élysée lui parlait doucement à l'oreille. Longtemps, il lui parlait à l'oreille d'un homme malade, alité, dans un état de fragilité émotionnelle considérable. Oui, on pourrait dire qu'il y avait une influence soutenue de M. Dubois sur le défunt. L'avocat commis d'office se leva. Objection. La question est suggestive. Recevable, dit le juge Leroy d'un ton sévère. Reformulez, monsieur le procureur. Mais le mal était fait. L'image était ancrée dans la salle. Un vieil homme chuchotant à l'oreille d'un autre vieil homme plus faible que lui. Un chuchotement qui sonnait comme une manipulation. La salle entière l'avait visualisé, et la justice se décide souvent moins sur les faits que sur les images qui flottent dans l'air. Monsieur Élysée écouta toute la déclaration sans bouger. Ce n'est que lorsque la voisine mentionna qu'il parlait doucement à l'oreille du défunt Monsieur Anselme que ses yeux s'humidifièrent pour la première fois de toute l'audience. Mais pas par culpabilité, par douleur, parce que c'était vrai. Il avait parlé doucement à l'oreille de Monsieur Anselme en ces derniers temps. Il lui avait lu des lettres que la femme de ménage ne pouvait pas lire parce qu'elle ne savait pas. Il lui avait raconté comment les jeunes filles allaient à l'école. Il lui avait décrit Valentine, récitant une poésie lors de la fête de fin d'année. Il lui avait raconté la première dent que René avait perdue. Il avait tenu compagnie à un homme qui mourait sans enfant, sans épouse, sans personne de proche au monde. C'était cela, son influence soutenue. C'était cela, sa manipulation. Mais il ne pouvait rien dire de tout cela maintenant, car toute défense qu'il tenterait, toute explication, tout nom qu'il mentionnerait, finirait par entraîner les jeunes filles dans le bourbier de ce procès. Et cela jamais. Plutôt la prison, plutôt la condamnation, plutôt le silence éternel. Défense, souhaitez-vous interroger le témoin? Demanda le juge. Non, votre honneur, dit le jeune homme, la voix brisée par l'impuissance. Le procureur Rousseau présenta le document suivant, une copie du testament original de M. Anselme Delacroix, dans laquelle figurait la clause de la fiducie en faveur des 3 mineurs. Mais avec le document, il présenta également le rapport d'expertise graphologique privé commandé par la famille Leclerc, qui mettait en doute la signature du défunt. Selon cette expertise privée, il y avait des caractéristiques compatibles avec une écriture hésitante, possiblement influencée ou assistée par un tiers. Ce tiers, conclut le procureur Rousseau en regardant directement le banc des accusés, ne pouvait être autre que M. Élysée Dubois, seul accompagnateur constant du défunt dans ses dernières semaines de vie. L'avocat commis d'office objecta. Le juge admit les objections et les observations, mais laissa le rapport d'expertise consigné dans le dossier. Le cercle se refermait. Octave s'inclina vers l'oreille de son propre avocat et lui murmura quelque chose. Son avocat hocha la tête. Octave se cala dans son siège avec la satisfaction tranquille de celui qui voit s'effondrer un château qu'il a lui-même construit pièce par pièce, non pour gagner ce qui lui revenait, mais pour détruire un homme qui ne lui avait jamais rien fait. Car la vérité, la profonde, l'inavouable, était celle-ci. Octave avait grandi dans l'ombre de son oncle Anselme et avait toujours perçu que le vieil industriel avait plus d'affection pour cet humble employé que pour son propre neveu de sang. Monsieur Anselme appelait Élysée Dubois « mon fils », dans un murmure quand il croyait que personne n'écoutait. Octave avait entendu ce murmure une fois. Il avait 14 ans et depuis ce jour,
une graine amère avait commencé à pousser dans un coin de son âme. 20 ans plus tard, cette graine était maintenant un arbre complet, et l'arbre demandait du sang. L'audience est levée, annonça le juge Leroy en frappant doucement du marteau. Nous continuerons lors de la session de demain avec les témoins restants et le témoignage de l'accusé, s'il le décide. Que le détenu soit reconduit. Les uniformes s'approchèrent de M. Élisée. Le vieil homme se leva avec difficulté, son dos craquant. Alors qu'on le guidait vers la sortie latérale, il leva la tête une dernière fois et regarda vers la galerie. Octave soutint son regard avec un sourire à peine perceptible. M. Élisée ne répondit pas à ce sourire. Il baissa seulement les yeux et se laissa emmener. Cette nuit-là, dans la cellule froide, M. Élisée ne dormit pas, ne pleura pas non plus. Il s'assit simplement sur le bord du grabat, les mains sur les genoux, regardant un mur sans aucun trait distinctif. Le mur avait des taches sombres d'humidité ancienne. Une fissure le traversait en diagonale d'un coin au centre. Une peinture jaunâtre, écaillée, qui dans une autre vie aurait été blanche. M. Élisée se concentra sur cette fissure. Il la suivit du regard lentement, comme s'il la lisait. Dans son esprit, il répétait le visage de chacune des jeunes filles. Valentine aux cheveux d'or, Camille aux cheveux de feu, René avec ses yeux toujours si grands, si silencieux, il les passait en revue comme on récite un chapelet. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et chaque tour du chapelet interne se terminait par la même phrase muette. Qu'elles vivent leur vie, Seigneur, qu'elles vivent même si je reste. À travers le petit soupirail grillagé de la cellule, filtrait une lumière fluorescente du couloir. La lumière bougeait de temps en temps quand un garde passait. Monsieur Élisée entendait des pas, des voix lointaines, un cri d'un détenu dans une autre aile, un sanglot contenu, un coup sec, la bande sonore de l'endroit le plus seul du monde. Mais il n'était pas vraiment seul. Il avait en ce moment les petites têtes de 3 jeunes filles dormant dans ces vieux lits dans sa mémoire. Et tant que ces petites têtes continueraient à dormir dans sa mémoire, aucune cellule ne le briserait. Mais au même instant, dans 3 avions différents sur 3 routes différentes, au-dessus de 3 pays différents, 3 jeunes femmes serraient les poings sur les accoudoirs. Valentine, assise près du hublot, regardait le ciel nocturne et passait mentalement en revue chaque article du code de procédure dont elle aurait besoin. Elle avait un cahier posé sur ses genoux, la pointe du stylo tremblait à peine, non pas par nervosité, mais par une rage contenue. Elle avait appelé, avant d'embarquer, un collègue du corps officiel d'experts pour commander une expertise d'office urgente sur la signature du testament. Elle avait déjà un plan, déjà une stratégie, déjà du courage. Camille, dans un autre avion, passait en revue dans sa tête chaque technique forensique pour détecter les altérations documentaires. Elle ne lisait pas le code de procédure, elle lisait un ancien dossier médical qu'elle avait obtenu par des canaux professionnels en quelques heures. L'historique clinique du défunt M. Anselme Delacroix, où apparaissaient des diagnostics d'arthrite, de détérioration motrice et d'autres données médicales qui pouvaient parfaitement expliquer l'hésitation d'une signature sans avoir besoin d'inventer des manipulations criminelles. René, dans le 3e avion, écrivait à la main dans son cahier usé les noms de chaque voisin, chaque femme de ménage, chaque connaissance lointaine qui pourrait avoir un souvenir concret de la dernière période de vie de M. Anselme. Il y avait un nom souligné 2 fois, Madame Thérèse Bernard. René savait comment la trouver. Elle savait de combien de manières un bon journaliste peut retrouver une personne qui ne veut pas être trouvée. Elle revenait à la maison, et la salle du tribunal de grande instance, le lendemain matin n'allait pas être la même salle que la veille. Ce que personne ne savait, pas même M. Élisée lui-même, c'est que la blonde, la rousse et la châtain venaient armés, non pas d'armes, mais de quelque chose de bien plus puissant, de la vérité, de dossiers, d'expertise et de 22 ans d'amour accumulés que personne, ni le procureur Rousseau, ni Octave, ni l'État entier, ne pouvaient effacer d'un trait. La porte du tribunal allait s'ouvrir, et, quand elle s'ouvrirait, tout allait changer. Le 2e matin du procès fut différent. La salle du tribunal de grande instance était encore plus remplie que lors de l'audience précédente. Un journaliste avait publié l'affaire dans une chronique, et maintenant l'histoire du vieil homme, accusé d'avoir volé les jeunes filles qu'il avait lui-même élevées, avait éveillé la curiosité du public, des caméras à l'entrée, des enregistreurs discrets dans les poches des reporters. La salle sentait le café bon marché et le parfum du palais de justice. Sur les réseaux sociaux, toute la nuit, une version simplifiée de l'affaire avait circulé parmi les anciens voisins du quartier. Un message bref écrit par une femme qui avait été cliente de l'atelier de M. Élisée pendant des décennies, disant simplement « Si vous connaissez M. Élisée, vous savez que c'est une infamie. S'il vous plaît, priez ». Le message avait été partagé des centaines de fois. Certaines de ces personnes étaient maintenant dans la galerie, attendant de voir de leurs propres yeux comment cette infamie se déroulait. M. Élisée entra à nouveau menotté.
L'uniforme orange lui allait cette fois encore plus grand, comme si le corps du vieil homme s'était aminci pendant la nuit à cause du froid de la cellule. Il marcha jusqu'à sa place, le regard baissé, s'assit et respira profondément, comme quelqu'un qui se prépare à supporter un coup qu'il sait déjà venir. Le juge Auguste Leroy prit sa place. Le procureur Damien Rousseau arrangea ses dossiers avec un geste théâtral. Octave Leclerc, dans la galerie, portait cette fois un costume bleu marine plus sombre et regardait la scène avec une calme de propriétaire. La calme de celui qui sent que toute la salle lui appartient déjà. « Bonjour, monsieur le juge. Le parquet poursuivra la présentation des preuves documentaires », commença le procureur Rousseau. Mais à ce moment-là, bien avant que le procureur ne puisse même toucher le premier document, les portes du fond de la salle s'ouvrirent brusquement. Ce ne fut pas un grincement doux, ce fut une poussée ferme, décidée presque militaire, qui fit que toute l'audience tourna la tête en même temps. Les deux énormes battants de bois s'ouvrirent en grand, et par le seuil apparurent trois jeunes femmes marchant ensemble, épaule contre épaule, vêtues de l'élégance silencieuse de celles qui savent exactement pourquoi elles sont là. Devant, au centre, une femme aux cheveux blonds platine tombant lisse sur les épaules, veste sombre impeccable, chemise blanche boutonnée jusqu'en haut, pas ferme, talons moyens, un épais dossier serré contre la poitrine. À sa gauche, une femme à la chevelure rousse comme une braise, tailleur noir, jupe droite, expression sévère. À sa droite, une femme aux cheveux châtain roux, tailleur pantalon foncé, un sac à dos professionnel sur l'épaule et les yeux énormes, attentifs, embrassant toute la salle d'un seul regard. Elles marchèrent dans l'allée centrale comme si la salle leur appartenait. Elles ne regardaient pas sur les côtés. Ne regardez pas les journalistes qui commençaient à se retourner pour les photographier. Ne regardez pas les curieux qui tendaient le cou pour mieux les voir. Elle ne regardait que devant elle, elle n'allait que vers un seul point de la salle, le banc où un vieil homme vêtu d'orange attendait sans savoir encore que ses trois filles étaient revenues. Monsieur Élisée ne les vit pas entrer. Il avait le regard fixé sur ses mains menottées. Mais il entendit les pas, trois paires de talons avançant à l'unisson dans l'allée centrale, et quelque chose en lui, avant même que le cerveau ne le traite, c'est Brissa, parce que le cœur sait des choses que la tête ne sait pas, parce qu'il y a des sons qu'un père reconnaît, même après des années sans les entendre. Il leva très lentement la tête. Sa barbe blanche bougea. Un frisson lui parcourut toute la colonne vertébrale. Le procureur Rousseau tourna la tête. Octave Leclerc tourna la tête. Le juge Leroy leva les yeux avec étrangeté. Les trois femmes avancèrent sans s'arrêter jusqu'au centre de la salle. La blonde s'arrêta devant l'estrade, posa le dossier sur la table de la défense d'un coup sec, et puis, d'une voix claire, sans tremblement, prononça les mots qui divisèrent la salle en deux. « Votre honneur, je suis maître Valentine Dubois, avocate inscrite au barreau, et je sollicite par la présente de me constituer défenseur particulier de monsieur Élisée Dubois. J'ai ici la procuration signée et les documents correspondants. » Silence. Monsieur Élisée leva très lentement la tête. Ses yeux bleus, ternes pendant toute l'audience précédente, devinrent soudain deux miroirs. Il vit Valentine, il vit Camille derrière, il vit René encore plus en arrière, et sa barbe blanche commença à trembler d'une manière incontrôlable. Une larme tomba sur son uniforme orange, puis une autre encore. Le vieil homme fit un effort énorme pour ne pas s'effondrer sur le banc. Il ferma les yeux, serra ses poings menottés et remua les lèvres sans son. Ce qu'il dit sans son était « Non, ma petite, ne te mêle pas de ça ». Mais Valentine ne le regardait pas lui. Elle regardait le juge avec une dignité ferme, avec la même posture droite qu'elle n'avait pas eue 22 ans plus tôt sur le perron d'une église, quand il l'avait trouvée enveloppée dans une vieille couverture. « Docteur », répondit le juge Leroy, observant les documents que l'officier de la cour lui approchait. « La documentation semble en règle. Votre demande est recevable. Veuillez prendre place en tant que défenseur particulier. Avocat commis d'office. Vous êtes relevé de vos fonctions, mais restez à la disposition de la cour. » Le jeune avocat commis d'office soupira avec un soulagement qu'il ne put dissimuler. Camille et René s'assirent au premier rang, juste derrière la table de la défense. Camille serrait une épaisse enveloppe jaune entre ses mains. René tenait un enregistreur et un cahier usé rempli de notes. Le procureur Rousseau se leva, l'expression visiblement altérée. « Votre honneur, cette intervention surprise ne devrait pas interrompre la procédure déjà en cours. Nous sollicitons de poursuivre la présentation des preuves d'expertise graphologique. Allez-y, monsieur le procureur, » dit le juge avec calme, observant Valentine avec un intérêt nouveau. Le procureur Rousseau présenta l'expertise privée commandée par la famille Leclerc. Il parla pendant 10 minutes des traits hésitants de la signature du défunt, des tracés qui suggéraient l'intervention de tiers, de la présomption raisonnable de manipulation. Quand il eut terminé, le juge s'adressa à Valentine. « Maître Dubois, souhaitez-vous répondre ?» Valentine se leva, s'approcha tranquillement de l'estrade, ouvrit le dossier
en sortit un document. « Oui, votre honneur, je sollicite l'incorporation au dossier du rapport d'expertise graphologique réalisé par le corps officiel des experts du ministère public avec sceau et signature de protocole. Daté d'il y a 3 jours, commandé d'office par ma collègue, Dr Camille Dubois, médecin légiste de pratique nationale, concernant la signature du testament de M. Anselme Delacroix. Procédez, dit le juge. Le rapport officiel conclut, sans l'ombre d'un doute, que la signature du testament correspond en totalité et sans assistance de tiers, de la main du défunt M. Anselme Delacroix. La prétendue hésitation que l'expertise privée a interprétée comme une influence est due à une condition médicale du défunt, dûment certifiée dans son dossier médical, une polyarthrite rhumatoïde à un stade avancé des articulations de la main dominante. Cette hésitation n'est pas une manipulation, c'est une maladie. Le procureur Rousseau pâlit une fraction de seconde, mais retrouva son sang-froid. Cette expertise officielle arrive tardivement dans le processus, votre honneur. Elle n'arrive pas tardivement, répondit Valentine sans perdre son ton. Elle arrive maintenant. La défense a été notifiée dans les délais et apporte une expertise officielle qui a une hiérarchie supérieure à une expertise privée de partie. Je sollicite qu'elle soit incorporée et évaluée en conséquence. Recevable, dit le juge Leroy. Elle est incorporée. Octave Leclerc dans la galerie sentit la première fissure. Une petite fissure, mais une fissure. Camille se leva quand Valentine l'appela à l'estrade. Elle marcha d'un pas sûr, prêta serment en tant qu'experte et témoin professionnel et expliqua techniquement, avec des mots précis, comment la détérioration motrice du défunt pouvait être confondue par un expert inexpérimenté avec une influence externe. Elle parla de la polyarthrite rhumatoïde, des légers tremblements de la main dominante, de la façon dont le tracé d'une personne malade peut sembler hésitant même lorsque la volonté derrière le tracé est absolument lucide. Elle montra des images agrandies, compara des échantillons calligraphiques de M. Anselme d'il y a 5 ans, d'il y a 3 ans, d'il y a 1 an et de la même période que le testament. La progression était très claire. La signature du testament était la signature d'un homme atteint d'arthrite avancée, non la signature d'un homme manipulé. Sa voix ne tremblait pas. Elle ne regarda pas son père pendant la déclaration. Elle savait que si elle le faisait, elle ne pourrait pas continuer à parler, mais à la fin de son exposé, avant de descendre de l'estrade, ses yeux croisèrent ceux de M. Élysée pendant 1 seconde, juste 1 seconde, et M. Élysée, à cet instant, sentit que la salle disparaissait. C'était lui et elle à nouveau dans la petite cuisine de la maison, il y a de nombreuses années quand elle était arrivée silencieuse, et qu'il lui avait tendu une cuillère de soupe. La fillette, qui ne parlait pas pendant des jours, avait appris avec le temps à parler au monde entier avec la précision d'un chirurgien, et maintenant, elle utilisait cette voix pour soutenir l'homme qui lui avait appris à dire le premier mot complet de sa vie d'adulte. « Merci. Prochain témoin de la défense, annonça Valentine. Je sollicite la présence de Madame Thérèse Bernard, voisine de Monsieur Anselme Delacroix pendant plus de 40 ans. » René se leva et sortit un instant. Elle revint escortant une femme âgée vêtue d'une robe sombre, simple, les cheveux argentés, attachés en chignon, le dos un peu courbé, mais les yeux vifs comme 2 lampes. C'était l'une des personnes que René avait retrouvées au cours des dernières semaines. La femme s'était cachée presque involontairement, vivant avec une nièce dans une autre ville, complètement en dehors du radar des avocats des Leclerc. René l'avait trouvée en suivant une trace de vieilles lettres que M. Anselme avait écrites pendant sa dernière période de vie. Madame Thérèse marcha lentement vers l'estrade, prêta serment et s'assit. Quand elle leva les yeux, ses yeux cherchèrent d'abord M. Élysée. Elle lui sourit à peine. Un petit sourire, mais chargé d'un respect ancien. M. Élysée lui rendit le sourire en silence. « Madame Bernard », commença Valentine en adoucissant sa voix pour ne pas intimider la témoin. « Avez-vous connu M. Anselme Delacroix ? Je l'ai connu, ma fille. Il vivait à un demi-pâté de maison de chez moi pendant plus de 40 ans. Je l'ai soigné dans ces derniers mois avec ma nièce, parce qu'il ne pouvait presque plus se lever du lit. Et vous connaissiez aussi M. Élysée Dubois, présent dans cette salle ? Comme un fils, ma fille. Comme s'il était mon propre fils. Monsieur Élysée allait toutes les après-midi chez Monsieur Anselme, lui apportait le bouillon que lui faisait la femme de ménage, lui lisait le journal, lui parlait des jeunes filles. Vous souvenez-vous d'une conversation particulière concernant le testament ? Madame Thérèse respira profondément. Ses yeux s'humidifièrent. Un après-midi, il y a de nombreuses années, Monsieur Anselme m'a appelé dans sa chambre. Il voulait que j'écoute, dit-il. Il voulait un témoin extérieur à la famille, dit-il. Le notaire était là aussi. Monsieur Anselme dicta. Sa voix était faible, mais sa tête était ferme. Ma fille, ferme comme un vieil arbre. Il dicta lui-même, mot pour mot, cette clause de la fiducie pour les 3 jeunes filles. Et ensuite, avant de signer,
Il prononça des mots que je n'oublierai jamais. Le silence dans la salle était total. Même les ventilateurs du plafond semblaient avoir baissé leur bruit. « Qu'a-t-il dit, Madame Bernard » demanda Valentine avec douceur. « Il a dit, cet argent est pour les jeunes filles, pour les trois, pour Valentine, pour Camille et pour René. Jamais pour mon neveu, qui ne pense à personne d'autre qu'à lui-même. Et cet argent sera sous la garde d'Élisée, car Élisée est ce qui se rapproche le plus d'un fils que Dieu m'ait donné dans cette vie. Et un père, même un père adoptif, sait mieux prendre soin de ses enfants que n'importe quel avocat. » La salle fut emplie d'un silence qui pesait comme du plomb. Une des journalistes du premier rang porta la main à sa bouche. Un huissier du fond qui travaillait dans ce tribunal depuis 20 ans et se croyait immunisé contre ces choses, sentit ses yeux s'humidifier sans permission. « Et que s'est-il passé après ces mots, Madame Bernard ?» insista Valentine à voix basse. « Après, il a signé, ma fille. Monsieur Anselme a signé de sa main tremblante. Oui, mais tout seul, sans que personne ne lui tienne le crayon. Et avant de rendre le document au notaire, il regarda Monsieur Élisée, qui se tenait dans un coin de la pièce sans parler, et lui dit « Mon fils, promets-moi qu'elles ne sauront jamais que cet argent a existé. Je veux qu'elles grandissent en croyant qu'il vient du travail de ta main, car mon argent sans tes mains ne servait à rien, c'est toi qui les élèves, je ne suis que celui qui apporte la farine. » Et Monsieur Élisée lui a promis, je l'ai entendu. Le notaire l'a entendu, et Monsieur Anselme ferma les yeux satisfait, comme quelqu'un qui laisse une affaire importante entre des mains sûres. Camille serra la main de René au premier rang. Toutes deux respiraient difficilement. Valentine, au centre de la salle, dut avaler sa salive avant de continuer. Monsieur Anselme a dit expressément, en votre présence et en celle du notaire, que cet argent était pour les jeunes filles et que Monsieur Élisée l'administrerait à cet effet, insista Valentine. C'est ce qu'il a dit mot pour mot, ma fille, et il a signé ensuite de sa main tremblante. Oui, mais tout seul, sans que personne ne lui tienne le crayon. Je l'ai vu. Le notaire l'a vu et Dieu l'a vu. Je n'ai plus de questions, votre honneur. Le procureur Rousseau se leva. Il tenta d'interroger Madame Thérèse, cherchant une faille, une incohérence, un souvenir douteux en raison de l'âge. Mais la vieille femme répondait avec une clarté et une fermeté qui laissaient peu de place à la manœuvre. Quand on lui demanda si elle se souvenait de la date exacte du testament, elle répondit « Ma fille, des dates exactes, je ne m'en souviens pas, mais cet après-midi-là, je m'en souviens entièrement. Les oublis viennent avec les années pour les petites choses. Les grandes choses, on ne les oublie jamais. » René, assise au premier rang, notait chaque réponse dans son cahier et, tout en écrivant, un petit sourire commença à se dessiner sur ses lèvres. Le même sourire qu'elle affichait à 12 ans lorsqu'elle découvrait qu'une énigme du livre que Monsieur Élisée lui avait offert avait une réponse plus simple qu'il n'y paraissait. Lorsque Madame Thérèse descendit de l'estrade, Valentine s'approcha du banc où était assis son père. Elle lui parla doucement pour que seul lui entende. Elle ne lui dit pas « Papa », elle allait le garder pour plus tard. Elle lui dit seulement « Tiens bon encore un peu, le pire est passé ». Monsieur Élisée hocha la tête et pour la première fois de tout le procès, une larme coula sur sa joue et il ne tenta pas de la dissimuler. « La défense sollicite un bref sursis, votre honneur », dit Valentine, retournant à sa place. « Ensuite, nous convoquerons le témoin Octave Leclerc. Recevable, dit le juge Leroy. 15 minutes. Octave se leva de son siège comme s'il avait été piqué par une aiguille. Son avocat lui prit le bras, lui murmura quelque chose à l'oreille. Octave hocha la tête, mais ses yeux cherchèrent pour la première fois de tout le procès une issue qui n'existait pas. Pendant qu'il marchait vers le couloir des témoins pour attendre son tour, Octave sentit que les murs se resserraient autour de lui. Il se vit un instant, non pas comme l'homme d'affaires respectable qu'il avait toujours été, mais comme l'adolescent de 14 ans qui, un après-midi, caché derrière une porte de la demeure de son oncle, avait entendu le vieux Anselme dire à Élisée Dubois « Mon fils ». Cette phrase, ces deux mots avaient été la blessure fondatrice de sa vie, la graine, le germe du ressentiment qui maintenant, 2 décennies plus tard, l'avait mené à ce couloir de tribunal avec un dossier construit sur des mensonges. Pendant un instant, Octave voulut remonter le temps. Pendant un instant, il voulut renoncer au procès, retirer la plainte, s'excuser, quitter la ville et disparaître. Mais l'orgueil, ce vieil ami destructeur qui l'avait accompagné toute sa vie d'adulte, lui prit le bras et l'obligea à continuer de marcher. Il ne pouvait pas reculer. Il ne voulait pas reculer. Même s'il avait su à cet instant qu'il marchait vers sa propre chute, il aurait quand même continué à marcher, car le piège qu'il avait construit pendant des années venait de se retourner. Et maintenant, le chasseur était dans la cage. Lorsque la salle fut de nouveau remplie après le sursis, ce n'était plus la même salle qu'au début de la journée. Quelque chose d'invisible avait changé dans l'air. Les journalistes écrivaient plus vite, la galerie était plus silencieuse, et les yeux de nombreux assistants ne regardaient plus Monsieur Élisée avec suspicion, mais avec une curiosité nouvelle,
presque honteuse. Octave Leclerc marcha vers l'estrade des témoins, avec un effort visible pour paraître normal. Mais son costume bleu marine, autrefois impeccable, semblait s'être un peu froissé aux épaules. Sa cravate était un peu de travers et le petit sourire avec lequel il était entré à l'audience précédente n'était plus sur ses lèvres. Il prêta serment d'une voix un peu rauque. Il s'assit. Valentine Dubois se leva. Elle avança vers le centre de la salle avec la calme de celle qui connaît déjà la fin du film qu'elle est sur le point de voir. Elle tenait un nouveau dossier, différent du premier, plus mince, plus dangereux. « Monsieur Leclerc, commença-t-elle, confirmez-vous que vous êtes le principal héritier du défunt monsieur Anselme Delacroix ? Oui. Confirmez-vous que vous avez signé, il y a environ 22 ans, les documents correspondant à l'ouverture de la fiducie en faveur de 3 mineurs administrés par monsieur Élisée Dubois. J'ai signé plusieurs documents à cette époque. La succession était complexe. Avez-vous signé ou non ces documents, monsieur Leclerc ? Répéta Valentine sans élever la voix, mais avec une fermeté nouvelle. Octave hésita une seconde. Son avocat, depuis la table du parquet, tenta de lui faire un geste. Octave ne le vit pas. J'ai signé. Bien. J'ai ici, votre honneur, une photocopie certifiée des documents signés par monsieur Leclerc à ce moment-là. Dans ces documents, monsieur Leclerc déclare expressément connaître et accepter les clauses du testament de son oncle, y compris celle de la fiducie. La signature est indubitable. La date également. Valentine remit le document. Le juge le reçut. Le procureur Rousseau remua sur son siège. Monsieur Leclerc, continua Valentine, si vous avez signé en connaissant et en acceptant les clauses, pourquoi aujourd'hui, 22 ans plus tard, les contestez-vous ? Parce qu'ensuite j'ai découvert des irrégularités. Le montant était bien plus élevé que ce dont vous vous souveniez ou que ce à quoi vous vous attendiez. Ce n'est pas la même chose. Vous avez raison, ce n'est pas la même chose. Se souvenir est une question de mémoire. Attendre est une question de cupidité. Objection, sauta le procureur Rousseau. La défense manipule émotionnellement le témoin. Reformulez, maître, dit le juge avec calme. Valentine hocha la tête. Monsieur Leclerc, est-il vrai que vous avez contracté au cours des 2 dernières décennies des dettes importantes en relation avec l'administration des ateliers hérités ? Octave baissa les yeux. J'ai eu des difficultés financières. Oui. Ces difficultés coïncident-elles temporellement avec la décision de contester la fiducie ? Non, pas directement. J'ai ici, votre honneur, des copies certifiées du registre des arriérés et saisies sur les propriétés de monsieur Leclerc, et daté justement de la période immédiatement antérieure à ce qu'il commence à enquêter sur la fiducie administrée par mon défendeur. Le procureur Rousseau objecta. Le juge admit l'objection partiellement, mais permit que la preuve documentaire soit incorporée au dossier. La fissure dans le mur d'Octave se transforma en crevasse. Valentine lui accorda un répit, s'approcha de sa table, feuilleta d'autres documents et revint. Cette fois, sa voix se fit plus douce, plus dangereuse. Monsieur Leclerc, lors du premier jour d'audience, nous avons entendu une déclaration technique qui suggérait que mon défendeur parlait à l'oreille du défunt monsieur Anselme, dans ces derniers mois, que cette proximité constituait une manipulation. C'est ce que l'expertise a suggéré. Savez-vous, monsieur Leclerc, ce que mon défendeur disait à l'oreille de votre oncle pendant ces après-midi ? Non, je ne sais pas. Voulez-vous le savoir ? Silence. Valentine se tourna vers le public. Camille, au premier rang, avait les yeux brillants, mais se retint. René tenait l'enregistreur à 2 mains sans ciller. Monsieur Élisée, sur le banc des accusés, gardait le regard fixé au sol, les mains menottées serrées sur les genoux. Il savait ce qui allait arriver, et cela lui brisait l'âme. « J'ai ici, » dit Valentine en ouvrant un autre dossier, « des lettres écrites par monsieur Anselme Delacroix pendant ses derniers mois de vie, dictées de la main de madame Thérèse Bernard, qui agissait comme son assistante. Ces lettres étaient conservées dans une vieille armoire de la maison du défunt, trouvée il y a quelques semaines par ma collègue René Dubois lors d'une visite de la propriété. Je sollicite leur incorporation au dossier. « Allez-y, » dit le juge. Valentine ouvrit la première lettre. Sa voix en lisant resta ferme, bien qu'à l'intérieur elle sentit quelque chose se briser. « Cher Élisée, aujourd'hui tu m'as raconté que la petite Valentine a récité une poésie à la fête de l'école. Tu m'as rendu heureux. Je veux que tu saches que je prie toutes les nuits pour les 3 jeunes filles. Je veux que lorsqu'elles grandiront, elles sachent qu'il y a eu un vieil homme qui les a aimées de loin sans oser le dire. Mais tant que je serai vivant, continuons à garder ce secret. Qu'elles ne sachent jamais d'où vient l'argent de l'école. Qu'elles croient qu'il vient de ton travail, mon fils, car c'est cela, le plus important, c'est la vérité. C'est toi qui les élèves. Je ne suis qu'un vieil homme qui aide avec la farine. La pâte, c'est toi qui l'as fait. » Camille porta la main à sa bouche, René baissa la tête, et monsieur Élisée, pour la première fois de tout le procès, laissa les larmes couler sans les retenir,
mouillant l'uniforme orange de prisonnier. Valentine ouvrit la deuxième lettre. Elle était plus courte, écrite d'une écriture encore plus tremblante. Elle la lut aussi d'une voix posée. « Élisée, aujourd'hui je vais plus mal. Ma main m'obéit à peine. Mais avant de partir, je veux te tranquilliser sur quelque chose. Le testament est bien fait. Le notaire est venu. Madame Thérèse a été témoin. Prends soin d'elle pour moi, pour toi, pour elle. Et quand je ne serai plus là, regarde-les grandir et raconte-le. Raclement de gorge, dans le silence de l'atelier, une partie de moi sera là à t'écouter. » Une femme au dernier rang se mit à pleurer. Une autre encore. La salle se transforma en un chœur dispersé de respiration contenue. Valentine ouvrit la troisième lettre. Celle-ci, elle ne la lut pas entièrement. Elle ne lut que 2 lignes, la voix chargée de quelque chose qui frôlait la difficulté de continuer. « Mon fils, si tu lis cette lettre, c'est que je suis parti. Prends soin de tes jeunes filles comme si elles étaient les miennes, car au fond, elles le sont. Les 2 vies que j'ai vécues, tu les as rendues dignes d'être vécues. » Elle ferma la lettre, la posa doucement sur la table, attendant 2 secondes, juste le temps de reprendre son sang-froid. Et chaque lettre était une pierre de plus sur le toit de verre d'Octave Leclerc. Dans la galerie, Octave sentit son corps se relâcher. Son oncle, ce même oncle qu'il avait toujours vu comme un vieil homme distant, avait écrit pendant des années des lettres à Élisée Dubois, l'appelant « mon fils ». Et à lui, à Octave, son neveu de sang, qu'est-ce que l'oncle lui avait écrit? Rien, pas une ligne, pas un salut. Octave sentit un nœud très ancien, planté dans sa poitrine depuis l'adolescence, lui monter à la gorge. Mais le nœud ne se transforma pas en regret. Il se transforma en rage. La rage qui grandit quand on se rend compte qu'on a perdu. « Monsieur Leclerc », dit Valentine en revenant au centre de la salle, « saviez-vous l'existence de ces lettres? N'êtes-vous pas disposé à admettre que l'administration de la fiducie par mon défendeur était exactement ce que le défunt monsieur Anselme Delacroix voulait expressément ?» Octave ferma les yeux. Son avocat lui faisait des gestes désespérés depuis la table, mais il était déjà trop tard pour les gestes. « Je ne savais pas. Je n'ai vu que les mouvements de la fiducie. J'ai vu que l'argent, interrompit Valentine en élevant cette fois la voix pour la première fois de tout le procès, a été dépensé en école, en uniforme, en livres, en études universitaires, en loyer modeste pendant les années d'études, en frais médicaux quand l'une de nous tombait malade, pour la subsistance quotidienne de 3 orphelines que votre oncle voulait protéger et que mon défendeur a protégé comme un père. J'ai ici, et elle frappa un autre dossier sur la table, le détail absolu de chaque euro dépensé pendant 22 ans. Reçus, factures, justificatifs, mon défendeur les a tous gardés, tous, parce qu'il savait au fond de son âme qu'un jour quelqu'un viendrait l'accuser de quelque chose qu'il n'a jamais fait. Et il a gardé chaque papier comme un père garde les dessins de ses enfants. La salle était dans un silence absolu. Valentine se tourna vers le banc des accusés. Elle regarda pour la première fois de tout le procès directement son père. Mon défendeur. Sa voix se brisa un instant, mais elle se reprit rapidement. A dépensé cette fiducie uniquement et exclusivement pour ce que son instituteur lui avait demandé, et il a travaillé 2 postes dans son petit atelier pendant 22 ans, en outre, pour compléter ce que la fiducie ne suffisait pas à couvrir. Mon défendeur n'a jamais pris un sou pour lui, ni pour une nouvelle chemise, ni pour un repas à l'extérieur, ni pour un repos. Sa seule récompense en ces 22 ans furent 3 jeunes filles qui ont appris à lire, à étudier, à rêver et à se tenir debout dans le monde. Une femme au dernier rang commença à pleurer en silence. Un journaliste abaissa son enregistreur, le regard perdu. « Je n'ai plus de questions, votre honneur », dit Valentine en retournant à sa table. Le procureur Rousseau se leva, tenta, reformula des questions, insista sur des irrégularités formelles, mais la marée avait déjà tourné. Le juge lui-même se montrait moins patient avec les arguments du procureur. Octave, à l'estrade, répondait de moins en moins fort, jusqu'à ce qu'à un moment, face à une question qu'il ne se souvenait pas avoir bien préparée, il baissa simplement le regard et dit « Je ne peux pas continuer à répondre, votre honneur. Vous pouvez vous retirer de l'estrade », dit le juge d'un ton sec. Octave descendit, marcha vers son siège. Il sentit pour la première fois de sa vie d'adulte que les regards autour de lui le voyaient réellement tel qu'il était, non pas comme le neveu de l'industriel, non pas comme l'héritier, mais comme un homme qui avait tenté de détruire un autre homme pour une vieille blessure qu'il n'avait pas osé guérir lui-même. Quand il s'assit dans la galerie, son propre avocat s'inclina et lui murmura qu'il n'y avait plus rien à faire. Octave hocha la tête sans répondre. « La défense convoque monsieur Élisée Dubois à témoigner volontairement, s'il le souhaite, » dit Valentine. Monsieur Élisée leva la tête, regarda Valentine longuement, puis regarda Camille, puis regarda René, et alors, d'une voix basse mais ferme, dit « Oui, je veux parler. » On lui retira les menottes pour qu'il puisse marcher. Le vieil homme se leva avec effort, aidé par l'officier. Il marcha lentement jusqu'à l'estrade,
s'assit. Il posa ses mains maintenant libres sur ses genoux. Il regarda le juge, regarda le parquet, et enfin, avec une tendresse douloureuse, il regarda les 3 femmes qui occupaient le premier rang. « Votre honneur, dit-il, et sa voix trembla, mais il continua. « Je ne vais pas me défendre de l'accusation. Cela, ma fille l'a fait mieux que je n'aurais pu le faire. Je veux seulement demander pardon, mais pas à cette cour. À elles 3. Il désigna de la tête Valentine, Camille et René. Je leur ai caché pendant 22 ans qu'une partie de l'argent avec lequel je les ai élevées venait d'une fiducie qu'un homme bon a laissée pour elles. Je leur ai fait croire que tout venait de mon atelier, de mes mains. Je l'ai fait parce que j'avais peur qu'elles se sentent moins mes filles. J'avais peur qu'elles se sentent comme des prêtées. Aujourd'hui, je comprends que cette peur était la mienne, et qu'elles méritaient de connaître la vérité depuis toujours. Mes filles. Et sa voix se brisa ici, et il ne put plus continuer de manière continue. Pardonnez-moi. Camille se couvrit le visage des 2 mains. René se leva de son siège sans réfléchir et avança vers l'estrade. Mais l'officier lui demanda doucement de retourner à sa place. Valentine, debout à la table de la défense, garda son sang-froid par force professionnelle, mais ses yeux se remplirent d'une lueur qu'elle ne pouvait cacher. « Votre honneur, dit M. Élysée en se reprenant. C'est tout ce que j'avais à dire. Ce que la justice décidera, je l'accepterai. Mais je voulais qu'elles entendent cela de ma bouche avant que la fin, quelle qu'elle soit, n'arrive. » Le juge Auguste Leroy ne répondit pas immédiatement. Il retira ses lunettes, se frotta les yeux et ensuite recomposa son visage de magistrat avec une rapidité professionnelle, mais quiconque l'observait bien savait que cette pause avait été plus humaine que juridique. « Que l'accusé regagne sa place, dit-il finalement. La cour se retire pour délibérer. » Monsieur Élysée se leva. Pendant qu'il marchait de retour vers le banc, sans menottes aux mains pour la première fois en 2 jours, il regarda à nouveau ses 3 filles et remua les lèvres, cette fois avec un son à peine audible. « Merci. » Les 3 femmes hochèrent la tête en même temps. 1, 2, 3. Comme un seul geste. Le marteau du juge tomba sur le bois et la salle retint son souffle, attendant la sentence. La délibération dura moins que ce que quiconque avait imaginé, à peine 40 minutes. Lorsque l'officier annonça que la salle reprenait sa session pour entendre la sentence, le public s'installa dans ses sièges avec une anxiété presque religieuse. Certains priaient en silence, d'autres regardaient simplement vers la porte latérale, par où l'on allait ramener le vieil homme. Monsieur Élysée entra sans menottes. Le juge Auguste Leroy avait signé un ordre interne de cessation provisoire des mesures restrictives jusqu'au prononcé de la sentence. C'était un geste que quiconque ayant de l'expérience dans les tribunaux savait lire. Valentine, Camille et René étaient ensemble au premier rang, les 3 paires de mains entrelacées comme si elles ne faisaient qu'une seule main triple. Madame Thérèse s'était assise à leur côté. Octave Leclerc occupait un coin discret dans la galerie du fond, presque invisible, avec son avocat à ses côtés. « Que l'accusé se lève !» ordonna le juge d'une voix solennelle. Monsieur Élysée se leva, la barbe blanche, les épaules courbées, les mains croisées devant le corps, libre pour la première fois depuis de nombreux levers de soleil. Au vu de la totalité des preuves présentées, après avoir écouté les déclarations, évalué les expertises officielles et les documents incorporés au dossier, commença le juge. Ce tribunal de grande instance estime que l'accusation contre M. Élysée Dubois ne saurait être maintenue. Plus encore, ce tribunal comprend que M. Dubois a administré pendant 22 ans la fiducie instituée par le défunt M. Anselme Delacroix en respect absolu de la volonté expresse de l'instituteur, sans détourner le moindre fonds pour son bénéfice personnel et démontrant, par chaque euro documenté, une conduite exemplaire. La salle respira en même temps. En conséquence, ce tribunal acquitte M. Élysée Dubois, ordonne sa libération immédiate et dispose en outre l'ouverture d'une enquête d'office sur la conduite de M. Octave Leclerc et des experts privés qui ont soutenu des accusations qui, à la lumière des preuves officielles, semblent avoir été élaborées en connaissance de leur fausseté. Octave baissa la tête. Son avocat lui toucha le bras, la porte latérale s'ouvrit et 2 officiers s'approchèrent en silence. Octave se leva, marcha vers la sortie avec la dignité d'un homme qui sait qu'il a tout perdu, pas seulement ce procès. Il croisa le regard de M. Élysée dans le couloir. Il attendait peu. Être un reproche. Il attendait peu. Être un regard de victoire. Il ne reçut ni l'un ni l'autre. M. Élysée le regarda seulement avec une peine infinie, sans dire un mot. Et cela, au fond, fut plus dur pour Octave que n'importe quelle insulte. La séance est levée, conclut le juge Leroy, en frappant doucement du marteau. Et permettez-moi, M. Dubois, avant de me retirer, de vous dire quelque chose, non pas en tant que juge, mais en tant que simple citoyen. Les jeunes filles que vous avez élevées sont aujourd'hui des femmes honorables. C'est la plus grande preuve de qui vous êtes, que votre chemin soit bon. Le juge se leva, sortit par la porte du fond de l'estrade,
emportant avec lui la sévérité institutionnelle. Ce qui resta dans la salle était autre chose. Ce qui resta fut un courant électrique humain qui parcourut chaque banc. Valentine fut la première à bouger. Elle lâcha les mains de ses sœurs, fit 4 pas rapides, traversa l'allée centrale et serra M. Élisée dans ses bras. Elle l'étreignit avec la force accumulée de 22 ans. Le vieil homme tint à peine debout. Elle soutint son corps, sentit le battement du vieux cœur contre sa joue. « Papa », lui murmura-t-elle à l'oreille. Juste ça. Camille et René arrivèrent une seconde plus tard. Elles se joignirent à l'étreinte. 4 corps, une seule étreinte. M. Élisée ferma les yeux. Sa barbe blanche trembla. Et pour la première fois depuis des années, les larmes qui coulaient sur son visage n'étaient pas de tristesse. Elles étaient de quelque chose qu'il n'osait pas encore nommer, quelque chose de plus grand que la joie, de plus profond que le soulagement. Madame Thérèse, regardant la scène de sa chaise, fit 2 fois le signe de croix. Quand ils sortirent du tribunal, il y avait des gens qui attendaient dehors. Des journalistes, des voisins du quartier, une dame de l'épicerie du coin avec un sac de pain fraîchement cuit l'offrant à M. Élisée comme un salut. Certains applaudirent. La plupart regardaient simplement en silence avec une honte rétroactive d'avoir douté. René se chargea de le conduire en voiture. Camille s'assit à l'arrière avec lui tenant la main. Valentine conduisait. Elle ne parlerait pas beaucoup pendant le trajet. Ce n'était pas nécessaire. Elles arrivèrent à la maison de M. Élisée au crépuscule, une petite maison simple dans un vieux quartier, une galerie avec une balançoire en toile, des pots de géranium, un vieux rosier appuyé contre le mur, la même maison où les 3 avaient grandi, la même maison que chacune d'elles avait quittée à des moments différents pour s'envoler vers de grandes villes. M. Élisée s'assit sur la balançoire de la galerie. Les 3 s'assirent autour de lui sur de vieilles chaises qu'elles avaient remises en place comme quand elles étaient petites filles. Le soleil tombait doucement. Les oiseaux du quartier chantaient comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé. « Mes filles », dit M. Élisée finalement d'une voix douce, « pardonnez-moi de ne pas vous avoir raconté. » Valentine lui prit la main. « Papa, il n'y a rien à pardonner. Tu nous as donné la seule chose qui importait. Le reste, l'argent, les lettres, les papiers, tout cela est secondaire. Tu nous as donné le toit, tu nous as donné le nom, tu nous as donné l'amour. » Camille s'agenouilla à côté de la balançoire et posa sa tête sur les genoux du vieil homme comme quand elle avait 5 ans et qu'elle écoutait les histoires qu'il leur inventait avant de dormir. « Papa, je suis médecin légiste parce qu'un jour tu m'as emmené à ton atelier et tu m'as expliqué comment fonctionnait un moteur. Tu m'as dit, ma fille, tout ce qui se décompose peut être réparé si l'on comprend comment cela fonctionne à l'intérieur. Je fais cela au corps, aux os, à la vérité. Je l'ai appris de toi. » René s'assit au pied de la balançoire sur le sol, serrant ses genoux comme lorsqu'elle était une petite fille silencieuse qui venait d'arriver dans cette maison avec un sac à dos déchiré. « Papa, j'écris parce que tu m'as offert des livres d'occasion que tu achetais à la brocante. Je n'ai jamais eu un livre neuf dans mon enfance, mais j'ai eu 100 vieux livres. J'ai eu 1000 mondes, et par ces livres je suis ce que je suis. » Monsieur Élisée ne répondit pas, ce n'était pas nécessaire. Il posa seulement une main sur la tête rousse de Camille et l'autre sur l'épaule châtain-roux de René. Valentine, assise à côté sur sa propre chaise, lui prit la main libre qu'il n'avait plus et la lui embrassa. Sur la galerie, une lumière chaude du crépuscule peignit les vieux murs comme si elle les bénissait. La balançoire grinçait doucement. Le quartier entier semblait retenir son souffle par respect. Monsieur Élisée dit enfin ce qu'il avait à dire. Il le dit d'une petite voix, comme s'il ne le disait que pour lui-même. Mais les 3 l'entendirent comme s'il l'avait dit avec un mégaphone. « J'ai recueilli du froid 3 jeunes filles que personne ne voulait, et 22 ans plus tard, 3 femmes m'ont sorti du froid. Cela, mes filles, cela s'appelle la vie, et je ne l'échangerai contre aucune autre. » Valentine sourit en essuyant une larme. Camille serra la main de son père. René, silencieuse comme toujours, écrivit cette phrase dans son cahier sans que personne ne la voie, car elle décidait déjà, sans le dire encore, qu'un jour elle écrirait sur tout cela, non pas pour se venger de quiconque, mais pour honorer un homme qui avait fait de son silence le toit le plus solide que n'importe quelle orpheline puisse rêver. Cette nuit-là, les 3 dormirent dans leur vieux lit d'enfant. Monsieur Élisée se coucha dans son grabat grinçant, regarda le plafond connu et, pour la première fois depuis de nombreux levers de soleil, il s'endormit sans entendre son cœur battre la chamade dans sa poitrine. Dehors, le vent remuait doucement les feuilles du vieux rosier, et le rosier, après avoir survécu à tant d'hivers, semblait fleurir à nouveau.